Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog MathOS pour une nouvelle vidéo consacrée à la notion de dérivabilité d'une fonction. Cette notion de dérivabilité est présentée dès la classe de première, on la révise en terminale, mais c'est une notion qui est quand même assez subtile et j'ai pensé qu'elle méritait largement qu'on lui consacre une vidéo ici. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on regarde ensemble une petite chose technique et simple qui concerne les équations de droite. Et seulement après, on passera à la notion de dérivabilité. Donc voici de quoi il s'agit. Si je considère deux points d'abscisse distincts, je les appelle grand P et grand Q, je noterai XP et XQ, les abscisses de ces deux points, et YP et YQ, leurs ordonnées, comme on fait d'habitude. Quel est le coefficient directeur de la droite qui passe par ces deux points? Ça, c'est quelque chose qu'on apprend à la fin du collège. Et la formule est bien connue, c'est différence des ordonnées sur différence des abscisses, c'est-à-dire YQ moins YP sur XQ moins XP. Notez que le terme coefficient directeur a un synonyme que j'ai tendance à employer, c'est le terme de pente. On parle de la pente, ça veut dire la même chose que coefficient directeur. Maintenant, si je considère un point, grand A, coordonnées alpha, bêta, et puis un nombre m, comment écrire l'équation de la droite de pente m qui passe par grand A? Alors c'est pas difficile parce qu'on sait que cette équation est de la forme y égale mx plus un certain nombre que j'appelle lambda, et je calcule lambda en tenant compte du fait que cette droite est censée passer par le point de coordonnées alpha bêta, donc l'équation doit être vérifiée si je remplace x par alpha et y par bêta, et je vois ainsi que lambda ça vaut bêta moins m alpha. Donc en réécrivant tout ça, on conclut que l'équation de cette droite, c'est donc y égale m facteur de x moins alpha plus bêta. Ça, il faut s'en rappeler, c'est fondamental et très simple. Alors maintenant, on va donc parler de dérivabilité. Donc dans ce qui suit, je considère un intervalle grand I, une application, une fonction si vous préférez, f qui va de i dans R, et par ailleurs, un nombre petit a qui appartient à i. Sur le dessin, on voit ici le graphe de f, le point d'abscisse petit a, que j'appellerai P, et puis un point voisin grand M, d'abscisse petit t, on suppose simplement que t est différent de a. Alors on peut tracer la droite qui relie ces deux points, et écrire son équation. Donc son équation, elle est de la forme, d'après ce qu'on a raconté tout à l'heure, y égale la pente, c'est-à-dire f de t moins f de a sur t moins a, facteur de x moins a, plus f de a. Maintenant, imaginons que l'on fasse varier petit t et qu'on le fasse se rapprocher indéfiniment de a. On imagine que cette droite va pivoter et qu'elle va peut-être posséder une position limite lorsqu'on fait tendre t vers a. Alors si c'est bien le cas, ce n'est pas garanti, mais si c'est bien le cas, alors cette droite limite, on l'appelle la tangente au graphe de f au point d'abscisse petit a. Et son équation va être donc donnée par y égale p facteur de x moins a plus f de a, où p désigne la pente. Et on comprend intuitivement que cette pente, ce sera la limite de la pente de la droite précédente lorsque t tend vers a. Ce nombre p, on le note en fait habituellement f' de a, et il désigne la limite, lorsque t tend vers a, de f de t moins f de a sur t moins a. C'est ce qu'on appelle le nombre dérivé de f en a. Alors maintenant, il faut être extrêmement précis. Cette limite, premièrement, n'a aucune raison d'exister. Il y a des exemples un peu pathologiques où elle n'existe pas. Et puis, même si elle existe, elle peut très bien être infinie. On va voir dans un instant des exemples où la limite est infinie. Donc, la définition précise est la suivante. F est dite dérivable en A si la limite, lorsque t tend vers A, de f de t moins f de a sur t moins a existe et qu'elle est finie. C'est un nombre réel. Ce nombre réel est alors noté f' de a. Maintenant, imaginez que l'on puisse faire ça pour n'importe quel a dans l'intervalle. On peut donc parler de f' de a, quel que soit a. Et donc vous voyez que ça nous donne accès à une nouvelle fonction qui s'appelle f', et qui s'appelle la dérivée de f. Autrement dit, f' de a, ça possède une signification géométrique, et il ne faut pas perdre ça de vue.
f' de a désigne la pente, ou si vous préférez le coefficient directeur, de la tangente au point d'abscisse A. Maintenant qu'on a donné cette définition, on va l'illustrer par 3 exemples. Je propose pour commencer de considérer le cas où f est l'application de R dans R, qui a petit x associe x carré. Je me donne un nombre A, et je vais chercher à calculer f' de A. Donc pour cela, j'applique la définition précédente, j'écris le taux d'accroissement, f de t moins f de a sur t moins a, c'est-à-dire t carré moins a carré sur t moins a, expression dans laquelle t est supposé juste différent de a, et comme chacun sait, t carré moins a carré, ça se factorise, hein, c'est t moins a facteur de t plus a, donc finalement il reste simplement t plus a. Et lorsqu'on fait tendre t vers a, la limite est évidente, c'est 2a. Donc on vient de démontrer que la fonction f, qui a x associe son carré, est dérivable en n'importe quel point a, et que pour tout a, f' de a est égal à 2a. Alors évidemment on dit la même chose en disant pour tout x, f' de x égale 2x, hein, la lettre est muette comme on dit. Deuxième exemple, je propose à présent d'appeler à nouveau f la fonction qui à x fait correspondre son cube. Et encore pareil, je cherche à calculer sa dérivée. Donc je forme le taux d'accroissement, f de t moins f de a sur t moins a, c'est-à-dire ici t cube moins a cube sur t moins a. J'ai besoin ici d'une identité remarquable qui est à connaître, c'est que t cube moins a cube, ça peut s'écrire t moins a facteur de t carré plus at plus a carré. Donc si on connaît cette formule, on peut simplifier par t moins a et constater que ce taux d'accroissement se réduit à t carré plus at plus a carré. Et quand on fait tendre t vers a, la limite est évidente, c'est 3a carré. Donc au final, la fonction x en x cube est dérivable en tout point, et pour tout x, f' de x, ça fait 3x carré. Vous connaissiez certainement cette formule, je pense que c'est assez gratifiant de voir d'où elle vient. C'est ça la définition. Troisième exemple à présent, je vais considérer une application que j'appelle encore f, décidément, et qui a x associe x sur 1 plus x carré. Alors, même chose, on se donne un nombre a, on écrit le taux d'accroissement, f de t moins f de a sur t moins a, c'est-à-dire t sur 1 plus t carré moins a sur 1 plus a carré sur t moins a. Donc c'est une fraction de fraction, il faut faire un petit peu attention. Donc ce qui est au numérateur ici, on va le réduire en une seule fraction, que l'on divisera ensuite par t moins a. Et donc on se rend compte qu'on trouve t facteur de a carré plus 1 moins a facteur de t carré plus 1, le tout sur t moins a facteur de t carré plus 1 facteur de a carré plus 1. Et il faut un petit peu s'intéresser à ce nouveau numérateur, constater en le développant qu'on peut mettre t moins 1 en facteur, et après simplification, ce taux d'accroissement vaut finalement 1 moins at sur 1 plus t carré facteur de 1 plus a carré. Et donc maintenant la limite est visible. Lorsque t tend vers a, le numérateur tend vers 1 moins a carré, et le dénominateur tend vers 1 plus a carré, le tout au carré. Donc en conclusion, cette fonction f est dérivable en tout point, et on a pour tout x, f' de x égale 1 moins x carré sur 1 plus x carré au carré. Les 3 exemples qu'on vient de voir sont des exemples, entre guillemets, sympathiques, c'est-à-dire des exemples de fonctions qui sont dérivables, et en plus pour lesquelles la dérivée se calcule sans trop de difficultés. On va maintenant regarder des cas un petit peu plus pathologiques. Alors, je commencerai par la fonction valeur absolue. Donc voici le graphe, elle est définie sur R, pour x positif, f de x c'est x, et pour x négatif, f de x c'est moins x. C'est bien ça la définition de la valeur absolue. Et je vais regarder ce qui se passe en a égale 0. J'écris donc le taux d'accroissement, f de t moins f de 0 sur t moins 0, c'est-à-dire en fait valeur absolue de t sur t. Bon bah ça, si t est strictement positif, ça fait 1, et si t est strictement négatif, ça fait moins 1. Donc on constate qu'il y a une limite lorsque t tend vers 1 par la droite, et une limite, lapsus, il y a une limite lorsque t tend vers 0 par la droite, et cette limite est évidemment 1, et une limite lorsque t tend vers 0 par la gauche, et cette limite est évidemment moins 1. Et le fait que ce ne soit pas la même, ça montre qu'en fait il n'y a pas de limite tout court pour le taux d'accroissement en 0. Alors il y a malgré tout une limite à gauche et une limite à droite. Et ces limites existent et valent moins 1 et 1. Et ça se traduit d'ailleurs par le fait qu'il y a des demi-tangentes. Alors c'est plus une tangente maintenant, ce sont des demi-tangentes au point 0, 0. Bon, c'est un cas un petit peu
trop simple pour cette histoire de demi-tangente parce que le graphe est lui-même composé de deux droites. Mais enfin, on pourrait tomber sur des exemples où le graphe a une forme plus incurvée et présente en certains points deux demi-tangentes de pentes différentes. C'est ce qu'on peut appeler un point anguleux. C'est un point du graphe en lequel il y a deux demi-tangentes de part et d'autre, mais qui ont des pentes différentes. Autre exemple pathologique, entre guillemets, je considère l'application f qui a un réel x fait correspondre de deux choses l'une. Si x est positif, racine de x, et si x est négatif, moins racine de moins x. Alors on pourrait certainement écrire ça en une seule formule, je vous laisse le plaisir de le découvrir comment, mais c'est pas gênant de définir une fonction par différentes formules selon l'intervalle auquel appartient la variable. Si on calcule le taux d'accroissement en zéro de cette fonction, eh bien il est facile de voir qu'il va posséder une limite infinie. Et c'est donc un cas de non-dérivabilité, et le graphe possède à l'origine une tangente verticale. C'est ça l'interprétation géométrique de la situation. Quand le taux d'accroissement possède une limite qui est plus l'infini ou moins l'infini, eh bien on a malgré tout une tangente, mais elle est de pente infinie comme on dit, c'est-à-dire qu'elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Dernier exemple, un cas franchement plus pathologique maintenant, je considère l'application que j'appelle encore f, qui va de R dans R et qui à x fait correspondre x que multiplie sinus 1 sur x, si x est non nul, et 0 si non. Alors il faut comprendre que cette fonction a été construite pour être continue. C'est-à-dire que l'expression x sinus 1 sur x évidemment n'a pas de sens pour x égale 0, mais elle possède malgré tout une limite lorsque x tend vers 0. Parce que le sinus, lui, varie entre moins 1 et 1, il est, comme on dit, borné, et on le multiplie par x qui tend vers 0, donc le tout tend vers 0. Et donc la seule façon de prolonger par continuité, comme on dit, cette application f, consiste à décider qu'en 0, elle sera nulle. Donc de cette manière, on a une application qui est parfaitement continue en 0 et en fait sur R tout entier. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-elle dérivable en 0 ? Donc on va commencer par faire un dessin. Donc vous avez ici une paire d'axes de coordonnées. On va dessiner les droites d'équation y égale x et y égale moins x. Alors pour une raison bien simple, c'est que quand on regarde l'expression x sinus 1 sur x, il arrive que ce sinus soit égal à 1, auquel cas la courbe va toucher la droite d'équation y égale x, ou que ce sinus soit égal à moins 1. Et dans ce cas, la courbe va rencontrer la droite d'équation y égale moins x. Et pour les autres valeurs de x, le sinus est compris strictement entre moins 1 et 1, et donc on comprend que le graphe va être contenu en quelque sorte entre les deux droites en question. Donc voici maintenant le graphe, on voit un petit peu à quoi il ressemble, avec des oscillations qui réduisent en amplitude, mais qui augmentent en fréquence lorsqu'on s'approche de l'origine. Donc la question maintenant, c'est de regarder par le calcul si on peut décider ou non de la dérivabilité de f en 0. Alors pour ça, on calcule donc le taux d'accroissement. Pour x non nul, on écrit f de x moins f de 0 sur x, c'est-à-dire sinus 1 sur x. Et sans rentrer dans le détail, ce qui se passe, c'est que lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, 1 sur x tend vers plus l'infini, et le sinus de 1 sur x, lui, oscille entre moins 1 et 1, et ne se rapproche pas d'une valeur limite particulière. Donc, il n'y a pas de limite à droite, et pour des raisons similaires, il n'y a pas de limite à gauche non plus. On est donc en présence d'un exemple où le taux d'accroissement n'a pas de limite, purement et simplement, au point petit a égale 0. On va maintenant conclure cette vidéo en présentant un point de vue intuitif, géométrique, sur ce qu'est la notion de dérivabilité. On voit ici le graphe d'une fonction f, qui est supposée dérivable en a, et on a représenté aussi la tangente au point d'abscisse a. Le petit cercle qui est dessiné autour du point de contact, il faut imaginer que c'est l'objectif d'un microscope et qu'on va zoomer en regardant avec davantage de détails ce qui se passe à l'intérieur de ce cercle. Donc on fait ce zoom et on répète l'opération, et encore, et encore, et on se rend compte qu'au fur et à mesure que l'échelle à laquelle on regarde est importante, eh bien, il devient de moins en moins facile de discerner le graphe de f de sa tangente au point d'abscisse a. Et à la limite, ils se confondent presque. Donc, c'est ça l'idée intuitive de dérivabilité. Si, en zoomant beaucoup, on devient incapable de faire la distinction entre f et cette fonction affine, qu'on appelle la fonction affine tangente,
et qui est définie par phi de x égale f' de a facteur de x moins a plus f de a, alors ça signifie précisément que f est dérivable en petit a. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné quelques éclaircissements sur cette notion de dérivabilité, et je vous remercie de commenter si cette vidéo vous a plu, et je vous invite enfin à jeter un coup d'œil au blog MathOS, dont l'adresse figure en bas de l'écran. Merci et à bientôt.